Donc je l'ai enfermé dans le garage et ma mère est rentrée et elle me dit pourquoi le garage est fermé? Je dis non, pour rien. Elle me dit t'as pas ramené le chien, j'espère? Et je dis si. Et là ça a été la guerre. Bonjour à tous, c'est Hugo Larrazabal d'Hunterdog Academy. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast Génération Hunter. Je suis accompagné d'Alexandre, donc qui va être avec moi sur le podcast. Le projet de ce podcast, c'est justement de vous faire découvrir de plus en plus l'éducation canine, de vous faire découvrir Hunterdog Academy. Et Alexandre donc, va me poser des questions là pendant 1 heure sur mon parcours. Je ne connais aucune des questions qu'il va me poser. Donc ça va être vraiment le plus naturellement possible. Le but c'est de vous apporter quelque chose de simple, de naturel. Et on se retrouvera donc de manière bimensuelle avec différents épisodes, différents invités également, sur des thèmes qui traiteront toujours de l'éducation canine. Alexandre, avant de commencer, présente-toi un petit peu. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, si tu as un chien. Je pense que oui, vu que tu es là. Évidemment. Écoute, moi c'est Alexandre. On s'est rencontrés il y a un petit moment maintenant. Ouais, il y a au moins plus de 2 ans, je pense. Il y a plus de 2 ans, parce que June on a 2 ans et demi aujourd'hui. Donc ouais, c'est ça. On s'est rencontrés suite à des petites problématiques d'agressivité qu'elle a développées suite à un premier rendez-vous. En fait, on avait fait un premier rendez-vous à la maison. Ouais. Je me suis senti capable de renchaîner tout seul, parce que j'aurais peut-être pas dû finalement. Et ce qui a fait qu'on a été amené à se revoir et régler en fait les petites choses qui ont fait que maintenant tu as la chienne que tu as. Et que maintenant c'est très très agréable de l'avoir toujours comme ça. Ouais. Donc voilà. Et donc dans la vie de tous les jours, tu ne travailles pas avec les chiens, on est d'accord? C'est pas mon métier, non. C'est peut-être un projet futur. Enfin, c'est en cours. Voilà. À en devenir. Donc le but aussi de ce podcast, c'est d'avoir une personne qui actuellement ne travaille pas dans le milieu du chien, qui va me poser des questions sur le chien que vous-même vous pouvez vous poser. C'est vraiment qu'on ait vraiment un thème le plus naturel possible. Clairement. Et que ça soit des questions que n'importe qui peut se poser et que n'importe qui pourrait répondre, ou du moins un professionnel. Allez. Est-ce que tu es prêt? Moi je suis prêt. Je pense qu'on va parler de mon parcours vu que c'est le thème de ce podcast, donc je te laisse commencer ta première question. En vrai, le très basique maintenant, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, te présenter déjà toi et dire un petit peu comment tu as commencé le parcours en soi, quel était l'élément en fait déclencheur. Ok, ça marche. Donc je te fais une petite rétrospective de tout. Donc là actuellement j'ai 25 ans. Depuis 1 mois maintenant. Je suis encore jeune. J'ai commencé depuis tout petit les animaux, tu vois, depuis que je suis gamin, mes parents avaient acheté une maison, ils avaient un resto. Okay. Et en fait, il y avait une mare avec un champ. Et un soir, je suis rentré de l'école et il y avait des canards, des lapins. Et mon père m'avait acheté ça quand j'étais petit, mais j'avais peut-être, tu vois, je sais pas, 4-5 ans, un truc comme ça. Donc j'étais vraiment tout petit. Donc on avait les canards, on avait les canes ponder des œufs et mon père les mettait en couveuse. Moi je regardais les canetons naître, je les nourrissais dès tout petit, ils me suivaient partout dans la cour, je faisais du vélo, j'avais les canetons qui me suivaient. J'ai toujours été baigné depuis tout petit comme ça dans les animaux. Après j'ai eu un poney, donc tu vois, on est monté en gamme, on est passé des canards au poney. Okay. J'ai eu des tortues, j'ai eu des poules. Ah ouais, sur ta demande ou c'est vraiment ton père qui Mon père et moi parce que j'étais aussi passionné par ça. Okay. J'avais eu des lapins, tu vois, qu'on avait en liberté et qui revenaient le soir. Vu que mon père avait un resto, il y avait des légumes, des carottes, donc j'en avais une, elle s'appelait Titine. Okay. Et elle venait manger sa carotte le soir, enfin je l'emmenais à l'école, enfin des trucs comme ça. Ouais, c'était très très loin. Ok, cool. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère a peur des animaux. Okay. C'est-à-dire que c'est mon père qui grosse problématique, me mettait tout ça, ouais. Donc c'était catégorique depuis tout petit qu'on n'ait pas de chien. Vu que là c'était des animaux qui étaient dehors, okay. Donc ça allait. Ma mère tolérait, donc ça la gênait pas. Oui, forcément. Voilà. Okay. Et on est arrivé en Bretagne, j'avais 7-8 ans, on habitait en Normandie avant, et en arrivant en Bretagne, on habitait dans un quartier, et dans le quartier, il y avait un champ qui était à l'abandon. Okay. Et le propriétaire qui détenait les maisons du quartier avait mis des moutons nourrissants, mais il s'en occupait jamais, tu vois, donc c'est moi qui allais m'en occuper, je gérais un petit peu le truc, mais j'avais 8 ans, enfin j'étais pas, voilà, okay, c'est ça. Et un jour, les moutons se sont fait tuer malheureusement par des chiens.
le terrain est resté à l'abandon et moi j'avais cette envie de vouloir des poules. Ok. Ouais, je m'étais T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 10 ans. Ok. Je rentrais au collège. Ok, tu vois. d'accord. Et donc on a demandé au propriétaire du quartier, qui était le propriétaire du terrain, est-ce qu'on peut en fait utiliser le champ en contrepartie, nous on l'entretient et on fait ce qu'on veut. Donnant. Donc il accepte. Et donc là je me suis pris de passion dans l'élevage de poules, donc de poules de race. Donc j'avais 11 races de poules différentes. J'avais des parcs avec les plus petites d'Europe, les plus grandes du monde, des poules soie, celles qui sont en soie. J'avais des poules phénix qui ont le coq, il a une queue qui fait plus de 2 mètres de long. J'avais 11 races de poules différentes comme ça. Je faisais mon petit élevage, j'avais les poussins, je revendais. J'avais des poules pondeuses avec qui je vendais les œufs dans le quartier. Tu démarres déjà un business. Indirectement, j'avais déjà un petit business à 10 déjà ans. l'âme du truc. Voilà. Je vendais mes poules, je vendais mes œufs, etc. Super. Et il restait encore plein d'espace de terrain, donc je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc j'ai voulu prendre des chèvres. Donc j'ai pris 2 chèvres que je baladais en laisse. Donc je me baladais en laisse en ville avec, je faisais mon petit tour. Alors, c'est sûr que tu te fais remarquer. On n'a pas eu la même enfance. Ça, c'est clair. Quand tu te balades en laisse avec 2 chèvres, tu te fais un peu plus remarquer que celui qui est avec son chien. Okay. Et j'ai pris goût comme ça aux chèvres. Et petit à petit, donc j'ai revendu quelques-unes de mes races de poules pour prendre des chèvres. Okay. Et donc j'ai pris des chèvres toy. Donc, tu vois, c'est les chèvres miniatures qui font entre eux. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, peut-être que certains vont me rattraper, mais je crois que c'est entre 30 et 40 cm au garrot la norme. Okay. Donc c'est vraiment des petites chèvres, tu vois, c'est des chèvres miniatures. Et donc j'allais chercher, on faisait 2-3 heures de route pour aller chercher des chèvres. J'allais sur le bon coin et je sélectionnais cette chèvre-là, elle m'intéresse, sa couleur m'intéresse, etc. Je faisais de l'élevage à petit niveau, j'avais 12 ans, tu vois, 12-13 ans, même pas. Donc j'ai vendu toutes mes poules, j'ai développé un petit élevage de chèvres toy comme ça. Tout ça sur le même terrain pour le moment, on est toujours tout ça sur le même terrain et petit à petit j'arrivais à en avoir d'autres. Donc il y avait un gars là où j'habitais, à Sainte-Anne-d'Auray, qui connaissait tout le monde en fait. Et on n'habitait pas loin de chez lui et du coup j'avais été le voir avec mon père et on lui avait demandé est-ce que tu connais pas des gens qui ont des terrains qui pourraient nous les prêter pour entretenir. Donc il nous avait fait rencontrer plein de monde et petit à petit j'avais donc 1, 2, 3, 4, 5, j'avais 5 terrains sur Sainte-Anne-d'Auray. Le business était lancé. Donc j'avais des parcelles partout, je déplaçais mes animaux, 6 terrains pardon. 6 terrains. Wow. Et tu vois, je faisais mon petit élevage, je vendais après des chevreaux, donc je les vendais un peu partout en France. Tu vois, j'ai souvenir, donc j'étais au collège, j'avais 12-13 ans, je m'étais payé mon iPad tout seul en vendant mes chèvres. L'argent que je mettais de côté me servait pour leur acheter du foin. Tu vois, tu réinvestissais dans le business déjà. Je m'achetais un nouveau book. Pour avoir de nouvelles couleurs, etc. Donc je gérais mon petit business comme ça, mais tu vois, vraiment loin du chien, parce que c'était catégorique, encore une fois, pour ma mère, que je ne pouvais pas avoir de chien à la maison. C'était pas possible. Et j'avais en parallèle aussi une passion qui était pour les chevaux, depuis toujours. Et pour moi, le cheval, c'était les cow-boys. Hugo et sa grande passion des c'est ça. Et depuis toujours, les chevaux, c'est pour moi, quand on les monte, c'est l'équitation western, les cow-boys, etc. Okay. Donc j'ai l'opportunité d'avoir un cheval, ensuite un deuxième et ensuite un troisième. Donc je me retrouve avec 3 chevaux, une quinzaine de chèvres, j'avais encore quelques poules, je crois, quelque chose comme ça. Et t'as 10 ans. Et j'avais 12-13 ans. Voilà. Donc le soir, alors le matin, je partais à la maison, de la maison à vélo. J'allais faire le tour de mes champs, voir mes chevaux, mes chèvres, voir si tout allait bien. Ensuite, je partais au collège. Je faisais ma journée de collégien normal. Le soir, je rentrais à la maison, je prenais mon goûter, très important de prendre un goûter. Et donc je faisais mes devoirs quand même parce qu'il fallait les faire. Même si je ne les ai pas toujours, mais ma mère risque de regarder ce podcast. Et je partais m'occuper de mes chèvres
de mes chevaux, etc. le soir après le collège. Déjà un gros sens de responsabilité après Dès toute tout ta petit, journée ouais. en fait. Okay. Et le week-end, c'était ça. Chevaux, chèvres, voilà, je faisais que ça, je faisais les Charbon. clôtures, etc. Excellent. Et là est arrivé Hunter, donc mon premier chien. Ok. Donc un week-end, j'étais au stade de foot avec des copains, on jouait au foot comme un dimanche, je me souviens, un dimanche soir, un dimanche après-midi. Et je vois deux gars qui arrivent avec un chien, Hunter en l'occurrence. Ton premier border C'est collie. ça. Ok. Et je vois ces deux gars arriver là, que je connaissais, qui arrivaient avec le chien, puis on jouait tous au foot, etc. Je me pose pas de questions, je me dis, ils arrivent avec le chien, c'est son chien. Ok. Voilà. Je rentre chez moi, mon petit frère reste jouer au stade un peu plus longtemps, puis quand il rentre, il me dit, ah bah, le chien était toujours là, du coup on l'a enfermé dans le stade synthétique, donc il était fermé en gros, Ok. comme dans un enclos, quoi. Et je dis à mon voisin qui était un ami, je lui dis, bah, viens, on va le récupérer, on va le faire dormir au moins pour la nuit, puis on verra demain. Donc on va récupérer ce fameux Hunter. Donc, je le fais dormir dans le box d'un de mes chevaux pour la nuit, on lui donne des croquettes, etc. Et puis avec mon père, on va chez le véto pour voir s'il est pucé, vacciné, etc. Okay. Pas de puce, pas de vaccin, pas de tatouage, pardon, rien. Donc là, la véto nous dit, bah, il va falloir qu'on l'emmène au service technique, au chenil, en gros la fourrière, oui, qui fasse ses 10 jours obligatoire, le temps que quelqu'un se manifeste. Voilà. Okay. Et moi je me dis, je suis quand même allé voir les gars avec qui il est venu pour leur dire que leur chien est là. Donc je vais les voir parce que je savais où ils habitaient. Ils me disent, non, c'est pas notre chien, il nous a suivis depuis telle ville. Donc le chien avait, tu vois, il avait fait Auray, Sainte-Anne-d'Auray en les suivant. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, en gros, de Auray à Sainte-Anne-d'Auray, on a, je sais pas, 10 km, un truc comme ça, un peu approximativement. Donc le chien avait suivi comme ça sur 10 km. Et donc c'était catégorique, ma mère ne voulait toujours pas de chien. Donc c'était pas possible. Voilà, c'était pas possible. Le chien part donc au chenil de la mairie. Moi j'ai toujours mes petits business à côté de chèvres, etc. Ton train de vie habituel, ça change toujours. Et au bout de 10 jours, personne ne le réclame, donc il devait partir à la SPA. Okay. Ce qui était normal, c'est la loi, c'est comme ça qu'ils font, etc. Et moi, je voulais pas qu'il parte, et je m'étais vraiment attaché à ce chien-là. Je savais que ma mère était pas pour, mais mon père était OK pour qu'on le garde. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et du coup, je suis allé avec mon voisin, donc Arthur, un ami qui, s'il regarde le podcast, va se reconnaître et se souvenir de cette scène, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs à ce moment-là. On a escaladé le grillage du service technique. Il vous l'avait passé par là. J'ai ouvert le chenil, j'ai pris Hunter, je lui ai passé le chien par-dessus le grillage et on s'est barré avec le chien et je l'ai ramené comme ça à la maison. Génial. Et donc je l'ai enfermé dans le garage et ma mère est rentrée et elle me dit pourquoi le garage est fermé? Je dis non, pour rien. Elle me dit t'as pas ramené le chien, j'espère? Et je dis si. Et là ça a été la guerre. Mes parents se sont engueulés pendant 10 jours, ma mère a fait la gueule pendant 10 jours. Enfin c'était... Ouais, donc ça partait pas de chien. Ouais. Voilà, ça il n'y avait pas de chien de base, donc fallait... Et ma mère s'est très vite attachée à Hunter parce qu'il a été très facile dès le départ. Okay. Tu vois, les baies vitrées étaient ouvertes, jamais il rentrait. Il venait pas, on l'a jamais entendu aboyer. Pas intrusif, rien, un amour. Donc ça s'est très vite bien passé. Okay. Et donc le temps passe parce que moi tu vois, j'ai commencé j'avais 10 ans à peu près à faire ça. Hunter, je l'ai eu, j'avais 12 ou 13 ans, je crois. Okay. Il a 13 ans là en 2024, j'ai 25 ans, donc ça fait 12. J'avais 13 ans quand je l'ai eu. Donc 13 ans. Et donc j'étais en 4e au collège, quelque chose comme ça. 3e, donc je l'avais toujours. J'avais donc toujours mes chèvres, des chevreaux élevés au biberon. Je ramenais les chevreaux dans la maison, ils dormaient dans ma chambre. Ma mère leur donnait le biberon parce que j'étais pas là. Donc elle jouait le jeu quand même un petit peu. Elle s'est prise au jeu, ça s'est bien passé. Mon père était toujours là à aider aussi. Mais tu vois, on n'y connaissait rien dans le chien non plus. Hunter, il vivait dans le jardin, il fuguait, on comprenait pas pourquoi. On se disait mais merde, t'as un jardin, t'as à manger. Pourquoi tu fugues en fait? Ok, donc là, vraiment les premiers problèmes. Ouais, c'était vraiment la fugue. Ouais. La fugue, et il partait un jour, 2 jours, tu vois. Ah oui? Ah ouais. Il prenait son indépendance. Je mettais des affiches partout, dans les boulangeries. Il partait 2 jours. Et au lycée, donc je suis parti en lycée professionnel pour travailler dans les chevaux. Donc c'est à ce moment-là que tu as vraiment commencé au niveau des chevaux. C'est ça. Okay.
Donc j'ai vendu toutes mes chèvres parce que je partais à l'internat, je partais en stage, donc je partais en fait, parfois je partais 15 jours, 3 semaines de la maison. Okay. Donc je ne pouvais pas laisser à mes parents 20 chèvres à s'occuper, 3 chevaux, enfin c'était pas possible. Donc je revends tout et donc je pars faire mes études. Donc je pars au début en Bourgogne, donc j'avais 14 ans, donc je prenais le train à Auray, j'allais jusqu'à Paris. À Paris je prenais le métro, j'allais jusqu'à Paris-Bercy, je reprenais un autre train jusqu'en Bourgogne. Et je me retrouvais au fin fond du trou du cul du monde à dormir dans une caravane avec un chauffage à pétrole. Donc t'apprends la vie à 14 ans là, quand t'as ça. Tu vas faire tes courses, tu te démerdes. Quand tu sors d'un endroit tu vois, où t'es en campagne, tu connais pas tout ça, que là tu dois prendre le train, le métro, tout. Je comprends. Voilà. Et donc j'étais dans un élevage de chevaux, il y avait une 50aine de chevaux. Ça se passait pas très bien, donc je suis pas resté. Et il y avait un endroit que je rêvais d'aller qui était chez Guy Duponchel, donc, qui était à l'époque le sélectionneur de l'équipe de France de reining, donc une discipline d'équitation western. Et pour moi, c'était, tu vois, aller là-bas, c'était le must, le Graal. Tu dis, le gars, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Tu as 14 ans, tu me dis, waouh, c'est pas pour moi, je peux pas, tu vois. Et j'envoie un mail, je dis, voilà, j'aimerais venir. Ouais. J'étais pas bien où j'étais en stage, donc je voulais changer. Et il me reçoit chez lui, donc dans son ranch magnifique. Mais c'est vraiment le ranch typique américain, mais en Normandie. C'est-à-dire que tu as la forêt, au milieu tu as le ranch avec le porche, tout en bois, magnifique. Il y avait ses initiales dessus, GD en gros, c'était vraiment magnifique. Ce que je voyais en photo prenait réalité. C'est fou, t'es retourné un peu aux sources au final. C'est ça, voilà. Normandie, Et donc, il m'accepte en stage. Donc là, de nouveau, démarre une aventure où donc j'étais en seconde. Donc là, c'est un stage de combien de temps que tu vas faire? Donc là, c'était un stage en alternance. Ok. Donc j'allais à peu près 2 semaines par mois, 2 à 3, entre 1 et 3 semaines par mois en stage. Pendant 2 ans, non? Donc pendant 3 ans de bac. 3 ans de bac, ok. Donc là, j'avais commencé mon début de seconde en Bourgogne. J'ai arrêté très rapidement. Je suis parti donc en Normandie. Donc là, j'ai eu l'occasion de commencer à entraîner des chevaux. J'avais au fur et à mesure du temps, je commençais à avoir 5, 6, 7, 8, 10 chevaux par jour à entraîner. Je faisais beaucoup les débourrages, donc j'apprenais aux chevaux à être montés. Donc tu les préparais. C'est ça, voilà. Donc en gros, j'avais les poulains et je leur apprenais à avoir une selle sur le dos, etc. C'est on va dire le boulot celui qui démarre. Voilà. C'est là où tu te prends le plus de gamelles, parce que c'est le truc un peu chiant. Forcément. Mais moi, j'adorais ça parce que j'adorais en fait. J'ai un truc depuis tout petit qui me fascine, c'est comment tu fais, t'es là et pour en arriver là. Comment on apprend par exemple à un chien à tourner sur lui-même. Quelles sont les étapes qui font que tu lui apprends à faire ça. Et là, c'était pareil, comment on fait pour apprendre au cheval que je peux te monter dessus et tu peux faire ça, ça, ça. Parce après. Que là, tu as un vrai dialogue interespèce. C'est ça, entre toi et le cheval. Exactement. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un super maître de stage, Guy, qui lui a été formé chez des cow-boys aux États-Unis dans les années 70-80. Donc vraiment une vraie culture cow-boy. On travaillait les chevaux au lasso. C'était vraiment c'est l'Amérique. C'était vraiment bien. Et moi, j'étais passionné par ça, du travail de ranch où on travaillait les chevaux. Et donc j'ai fait mon expérience comme ça chez lui pendant 2 ans, seconde et première. Hunter en parallèle restait chez mes parents. C'est ça, je ne pouvais pas l'emmener. C'était quoi l'état d'esprit à ce moment-là? Tu étais plus focus vraiment chevaux. Reining. C'était pour moi, j'allais faire ma vie dans le reining, j'allais entraîner des chevaux, j'allais partir aux États-Unis entraîner. On est très très loin de ça. Très loin. J'avais Hunter, j'avais un chien. Oui, basiquement. Voilà, c'était le chien de la famille, même si je m'en occupais beaucoup. C'était le chien de la famille. Et j'ai l'occasion, donc fin de mon année de première, on avait un stage à l'étranger à faire. On ne pouvait pas partir aux États-Unis, c'était pas possible avec le lycée, etc. Donc j'ai eu l'occasion de partir en Belgique, chez qui j'ai été, chez un ami, Quentin, aujourd'hui, qui a une très très bonne place dans le reining, qui est un monstre, qui était dans une très très grosse écurie.
Et donc là, j'ai été en gros m'expérimenter encore plus dans le reining en particulier. Moins dans le côté travail de ranch, mais plus dans l'entraînement de chevaux de reining. Donc là, vraiment dans la compète. C'est ça, voilà. Okay. Donc j'ai passé 1 mois en Belgique, donc c'était en côté Flandre, donc avec les Flamands. Donc il fallait s'adapter, parce que j'étais obligé de parler anglais. Alors Quentin est français, donc il parlait français avec moi. L'assistante entraîneur était française, donc elle parlait français. Mais il y avait la groom qui s'occupait de sceller nos chevaux, qui était hollandaise, donc il fallait parler anglais. Les clients étaient hollandais ou belges, flamands, donc il fallait parler anglais. Tu apprends du coup à parler anglais couramment, parce que quand tu es plongé dedans, le soir on faisait des soirées avec des clients flamands, ils ne parlent pas français. Donc tu apprends à comprendre le flamand. Au bout le repère, tu as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 15 ans. Ouais, 15 ans, c'est ça. Il se passe beaucoup de choses dans le temps. C'est ouf. Hein. De mes 13 ans à mes 15 ans, là déjà, il se passe beaucoup de choses. Et quand tu y repenses avec du recul, c'est vrai que je me dis tout est allé très vite. Tu vois, quand j'étais chez Guy, par exemple, pour refaire un petit retour en arrière, il y a eu l'époque, il y a eu les Jeux équestres mondiaux en France. Oui. Et donc il y avait le reining qui était la discipline d'équitation western qui était représentée là-bas. On avait l'équipe du Canada, de la France et du Mexique qui était où j'étais en stage en Normandie. Okay. Donc j'ai eu l'occasion d'entraîner les chevaux des Mexicains parce qu'après ils sont retournés au Mexique, mais leurs chevaux étaient toujours là, donc il fallait les monter. Okay. Donc tu vis des trucs que tu te dis merde, c'est pas pour moi ça. Et pourtant tu côtoyais comme l'élite en vrai. Parce que et je côtoyais, c'est ça. Donc, et quand je suis arrivé en Belgique, j'ai monté encore d'un step. Parce que là, tu étais encore plus dans le haut du panier. Ouais. Chez qui on entraînait, c'est quelqu'un, il achetait des chevaux aux États-Unis, des sommes folles. Donc je touchais à des trucs encore plus forts. Tu sortais du basique que tu pouvais connaître là. Je sortais du côté ranch, tu sais, très à l'ancienne, cow-boy. Là, on arrivait vraiment dans la compétition haut niveau, avec des chevaux. Tu vois, c'était des chevaux, certains à 150 000, 200 000 euros. Ouais. Donc, quand tu avais ça sous le cul, c'était pas pareil. Tu n'avais pas la même pression. Et donc, je passe 1 mois en Belgique là-bas, donc 1 mois coupé du monde, entre guillemets. Et puis, donc j'apprends plein de choses, je fais énormément de rencontres, etc. J'apprends à parler anglais couramment. Je comprends le hollandais aujourd'hui, le flamand aujourd'hui, je le comprendrai plus. Mais tu vois, je me souviens de mots genre Oide Morgen, on m'apprenait Nuken in the Kuchen, c'est-à-dire niquer dans la cuisine, des trucs cons, mais tu vois, mais ça te fait plein de souvenirs. Et quand je rentre en France, ma mère vient me récupérer. Et ça a été, je pense, aussi ça a joué, même si c'est une période triste, ça a joué dans mon évolution. Je rentre en France. Bon, j'étais pas loin, j'étais en Belgique, mais je rentre après 1 mois de stage en Belgique en France. Et ma mère me dit, écoute, avec ton père, on se sépare. Ok. Et moi, en fait, j'ai rien vu venir parce que de ma seconde à ma fin de première, donc 2 ans, je n'étais jamais à la maison. Donc je voyais personne, je voyais mes parents un week-end dans le mois. Le problème était à la maison, toi tu faisais ta vie à côté. C'est ça, c'est-à-dire que je rentrais, moi je venais 2 jours. C'est ça. Ça a l'air d'aller, ils sont là, il n'y a pas de truc. Et donc là je le vis très très mal et je dis à ma mère, je pars. Je prends un billet de train et je partais en concours, voir les championnats d'Europe sur Paris de reining. Ok, donc toi tu restes focus dans ton truc. J'avais besoin de couper, il fallait que je sorte de tout ça. Okay. Et donc là je me retrouve dans mon milieu au final avec des gens que j'apprécie, que je côtoie. Et puis j'avais un ami qui était là, qui était parti entraîner chez un autre entraîneur en région parisienne. Okay. Et donc je lui parle, je lui dis voilà ce que je viens d'apprendre. Je lui dis est-ce que je peux venir 1 mois chez toi. Donc il vivait au-dessus des écuries dans le ranch, pas loin de Disney. Et il me dit oui, on en discute avec les patrons, tu vois. Okay. Et donc il me dit écoute c'est bon. Je dis moi j'ai un train qui me ramène chez moi en Bretagne. Je rentre, je fais mes affaires, je dis à mes parents et puis je viens chez toi. Donc là tu ouvres un chapitre J'ouvre un nouveau chapitre, on va dire. Voilà. Donc je pars tout le mois de juillet. Donc je suis parti 1 mois en juin
donc en Belgique. Je pars tout le mois de juillet en région parisienne, où là je vais entraîner d'autres chevaux de reining. Donc je découvre de nouvelles personnes, etc. Okay. Et j'avais pas envie de rentrer chez moi pour retrouver mes parents et la situation dans laquelle c'était. Donc je demande à Quentin, chez qui j'étais en Belgique au mois de juin, si je peux venir tout le mois d'août en Belgique. Adopte-moi quoi. Voilà. Donc je préviens quand même mes parents, ils me disent oui, il n'y a pas de souci, etc. Et je pense qu'eux aussi me disaient fais-le parce que voilà, au vu de ce qui se passe, je pense qu'ils essayent de bien faire dans ces moments-là, même si c'est pas toujours bien fait. Et donc je pars un mois en Belgique au mois d'août. Je rentre en septembre pour la rentrée scolaire et je quitte mon stage de Normandie pour aller chez celui où j'étais à Paris. Ok. Voilà. Donc je passe d'un autre step où là on était chez un entraîneur champion d'Europe, des très belles installations, le même sol qu'aux Jeux équestres mondiaux. Ils avaient accueilli l'équipe des États-Unis lors des Jeux équestres mondiaux. Enfin, donc, à cette période-là, tu es en vocation quand même de passer le step de la compète vraiment pur et dur. Ouais, l'entraînement, ouais, c'est ça. Okay. Toujours dans l'entraînement à fond, entraîner les chevaux, etc., les préparer pour les clients, etc. Et là, je rentre dans un autre monde où je prépare des chevaux pour les clients, pour les concours. Ouais, donc c'est pas donc là, voilà, on sort les chevaux en concours. Alors moi, je les sortais pas, je les préparais pour les clients. Donc ça veut dire que tu te levais à 2h du mat, à 3h, tu étais sur le lieu de concours, et à 4h, tu étais à cheval pour entraîner les chevaux, pour qu'à 8h, quand le client arrive, son cheval soit prêt pour sa compète du jour. C'était quoi l'état d'esprit à ce moment-là? Il fallait... Boulot, au charbon, on bosse. Et tu sortais à côté, tu faisais des trucs ou c'est vraiment genre je n'évacuais que par le travail? On dormait au-dessus des écuries, tu mangeais cheval. On mangeait cheval, on dormait cheval, on parlait cheval, on faisait des soirées cheval. Enfin, c'était. On est passionné quoi. Ouais, mais vraiment on était. Enfin, tu vois, les soirées c'était sur les concours qu'avec des gens du reining. Voilà, on faisait. Mais par contre, j'ai côtoyé du monde comme Schumacher, parce qu'il a un ranch en Suisse. Okay. Je faisais des soirées avec sa fille, la fille de Schumacher, Gina. Des gens très simples, enfin, Corinna, la femme de Schumacher, a discuté. Tu discutais avec des gens qui avaient des entreprises énormes, mais qui payaient des entraîneurs. Enfin, des gens que tu touchais l'élite, c'est le 1%. Donc, mais déjà, toi, ça te parle un petit peu, ce monde entrepreneurial, ou c'est encore, t'en es loin, t'es vraiment... Il y a des petits trucs quand même, parce que tu vois, tu discutes avec du monde, ils font du business, tu sais, genre, dans le milieu du cheval, il y a un truc qui se passe, c'est que par exemple, quand admettons, toi, tu as un cheval, tu me dis, je veux le vendre. Moi, si je te trouve quelqu'un, je crois que je vais peut-être dire une bêtise, mais il prend, je crois, entre 10 et 20% de la vente. Parce qu'en fait, je te trouve un acheteur. Donc tu vois, j'avais toutes ces notions-là, et je connaissais des gens qui avaient des chevaux, donc j'essayais de rediriger, etc., pour potentiellement avoir un petit peu d'argent et commencer à faire un petit peu de business comme ça. Parce qu'à savoir que dans mes études, je n'étais pas payé, moi. Ouais, donc il faut que tu t'y retrouves aussi. C'est ça. Voilà. Donc parfois, voilà, je tondais un cheval pour un client et il me donnait 20 balles. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça. C'était des petites tâches à droite à gauche. C'était des petits trucs comme ça. Okay. Et moi, quand je rentrais le week-end, du coup, à la maison, entre les cours et les stages, j'essayais de me démerder pour avoir de l'argent, parce que je voulais pas être dépendant de mes parents. Ils me payaient déjà les billets de train, la bouffe quand j'étais sur place, etc. Okay. Donc, je proposais de garder des chiens. Parce que c'était un domaine que je connaissais plus ou moins, vu que j'avais un chien. Okay. Donc, j'avais des chiens à garder le week-end. Donc là, on a un petit début de lien de quelque chose ou non? Sans plus. Juste, je veux un peu d'argent pour pouvoir... tu vois, me payer à boire quand on fait des soirées en concours. Okay. Mais ça s'arrête là. Je commençais à tondre des pelouses, à venir tailler des haies, etc., etc. Et ça grossissait un petit peu, mais pas au point de faire 1000 balles par mois, tu vois. Ouais, c'est sûr. Si je me faisais 200 €, c'était bien. Ça me permettait d'avoir de l'argent de poche. Et donc je continue mes études, donc je fais ma terminale du coup en région parisienne. Okay. Et je décide de partir en bac en BTS. Après, dans le milieu du cheval, toujours dans l'optique d'avoir encore plus d'expérience, de connaissances entrepreneuriales, pour pouvoir gérer peut-être un jour mon propre ranch. Voilà. Ça coule de source à ce moment-là. Voilà. Je m'étais dit, le bac, bon ok, tu as des notions, mais bon, pas au point de gérer une entreprise. Tu vois, j'aurais été incapable à la sortie de mon bac d'ouvrir ma propre boîte et de la faire tourner. Okay.
Et je pense qu'aussi, tu vois, mes parents me poussaient aussi, continue les études. Ouais, t'étais pas tout seul en vrai, ils étaient voilà, quand même là pour te dire, écoute, voilà, fais c'est quand ça. même ce qu'ils te... Et je rentre, donc là je pars faire mon BTS, donc toujours dans le milieu des chevaux, toujours en alternance, et je pars en stage en Belgique, Ok. chez Quentin, donc chez qui j'avais été 1 mois, 2 mois auparavant. Et plus les jours passaient, plus je commençais à me lasser un peu, tu vois, de monter 10 chevaux, 12 chevaux par jour. Ouais, c'était une rengaine que tu pouvais Ouais, plus trop accepter. alors, ok, il faut faire son expérience et tout ça, mais tu vois, j'étais pas payé. Ouais, Et y a tu un vois, côté où t'arrives à... je refais toujours les mêmes choses. C'est ça. Il n'y a pas de Tu commences à avoir... contrepartie. Tu vois, j'avais du coup 16-17 ans, 17 ans quand j'ai commencé en BTS, donc Ok. tu as envie de commencer un peu à gagner ta vie. Ça fait 3 ans que tu bosses comme un crevard. Hein, enfin, tu comptes pas tes heures. Comme moi, j'avais des potes qui me disaient « Oh putain, c'est galère les journées. Viens bosser dans les chevaux, c'est 7 jours sur 7. » Enfin, C'est du taf, t'inquiète. à 6h, on était à cheval, à 19h, on était encore à cheval. Enfin, Ouais, ok. tu avais 1 heure de pause le midi pour manger et tu montais 15 chevaux par jour. Enfin, Ouais, c'était vraiment le boulot du passionné, quoi. c'est ça, ouais. Pas... Comme un agriculteur, enfin, tu vois, il vit pour ça. C'est ça. Et donc ça commence à me dégoûter un petit peu, tu vois, le milieu du cheval, etc. Et je me dis, merde Hugo, t'as 17 ans, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, etc. Et je me dis, soit t'arrêtes maintenant, soit tu continues. Mais si tu continues, tu sauras sûrement faire que ça dans ta vie. Et arrivé à 30 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Ça se trouve si ça te plaît plus. Ah, puis tu ne voyais pas arrêter le monde animalier comme ça? Non. Ou faire autre chose? Non, je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, parce que je savais rien faire d'autre. Tu n'as fait que ça, donc c'est ça. Compliqué. Et je décide donc de tout arrêter. Donc, du jour au lendemain. Je dis à ma mère, je ne veux plus continuer ce milieu-là, je veux tout arrêter. J'étais en pleurs, j'étais pas bien, parce que je savais faire que ça dans ma vie. Et elle me dit, bah ok, arrête, si t'es plus bien, fais-le. Et je suis parti bosser, tu vois, dans des jobs alimentaires, là, station Total, je servais des cafés, des sandwichs, j'allais faire les huîtres, retourner les poches en pleine mer. Okay. Tanas, enfin, j'ai un gros respect pour ceux qui font ça, parce que vraiment c'est très très dur. J'ai été surveillant de toboggan dans un camping pendant une saison. Tu te prends un peu alerte à Malibu certaines fois, tu vois. Donc j'étais assis sur ma chaise, lunettes de soleil, puis arrête de courir. Okay. Donc ça, le matin, tu vois, j'étais à la boutique du camping, et l'après-midi, j'étais à la piscine, au toboggan. Et j'ai dû plonger une fois, ça va. Okay. Ouais. Petite fierté. Et donc ça, et puis j'ai enchaîné plein de petits boulots comme ça, tu vois, pour vivre en fait, parce que j'avais pas le choix. Et quand j'ai emménagé avec ma compagne, donc on a eu notre première maison ensemble. Ok. Donc là, t'es à quel âge? 19 ans, je pense. 19 ans, ouais, ok. Ouais, 19 ou 20 ans, un truc comme ça. C'est honnête, en vrai. Ouais. C'est cool. Et on se dit, on va prendre un deuxième chien. Ok. Donc là, du coup, je récupère Hunter chez moi. Okay. Je me dis, on va prendre un deuxième chien. Et on adopte Pilou. Ok. Bon, moi, je m'étais dit, si on prend un deuxième chien, c'est un border, obligatoirement. J'étais fada des borders. T'es amoureux de la race, finalement. C'est ça. Okay. Et ça a été le déclic. C'est-à-dire il m'en a fait tellement baver que je me suis dit, merde, il y a un problème. Alors, t'es parti sur à quel âge il a commencé à être un petit peu... Dès 2 mois. Ah ouais, dès 2 mois. Ouais. T'es tombé sur... il nous faisait des trucs, mais il nous a déchiqueté des paquets de sopalin dans le jardin en plein mois d'août. T'avais l'impression qu'il avait neigé. Il nous prenait des tubes de vinaigrette qu'il explosait dans les paniers. Ouais, donc ça veut dire que là, t'es vraiment au début du truc. C'est la genèse de je ne connais rien. Mais tu vois, moi, je me dis, c'est un chiot. Oui. Il fait des conneries. Ça va passer. Tu vois. C'est pas grave. Tu vas lui dire non et c'est fini. Ouais. Que dalle. Et puis, j'ai entraîné des chevaux pendant des années, mais pas des chiens. Ça fonctionne pas pareil. C'est pas pareil. Un cheval, il est au box. Il est au pré. Enfin, c'est pas du tout pareil. Et il nous a tué un lapin et un cochon d'Inde pour jouer, tu vois. Mais il y a 0 trace de sang, pas de morsure, mais il les a fait stresser, ils sont morts. Enfin, plein de petites conneries comme ça qui se sont succédées. Okay. Et il nous avait pincé un jogger. Ça a été vraiment l'élément déclencheur. Il a pincé le short.
du jogger. Par chance, il ne l'a pas touché. Et là, je me dis non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc là, j'appelle une première éducatrice. Donc il avait 7-8 mois. Et il est jeune. Très jeune, hein, très jeune. Comme jeune. 7-8 mois. Et il faut savoir que Pilou venait d'une exploitation agricole. Sa mère bosse sur une Donc ça exploitation. travaillait déjà Voilà. avant. Ok. Voilà. Le père aussi, les grands-parents aussi, etc. Donc, il y a déjà une info intéressante. Donc, il fallait de l'aide. Il fallait de l'aide parce que moi, je ne savais pas faire. Et plus ça allait, plus les problèmes commençaient à grandir. Première éducatrice, elle me dit je ne sais pas quoi faire. Voilà. J'appelle un deuxième éducateur. Il vient à la maison, on fait un rendez-vous pendant 2 heures, 90 € le rendez-vous. Ah ouais. Et il me dit à la fin je ne sais pas quoi faire. D'accord. Je dis ok. Et du coup, c'est 90 €. Voilà, 90 € Ah quand ouais. même. Bon. J'appelle un autre éducateur qui est éleveur de berger australien en plus. Ok. Je me dis, border collie, berger australien, le mec il s'y connaît en chien de berger. Il est calé. Je ne vais rien lui apprendre. Je lui explique ma problématique. Et il me dit, vous avez l'air de quand même bien vous y connaître. Je m'y connaissais comme un lambda qui s'informe parce qu'il a besoin d'aide, tu vois. Ouais. Et il me dit, j'ai eu le même problème avec un de mes chiens, mais ça s'est arrêté au bout de 6 ans. Je dis, mais attends, mon chien, il n'a même pas 1 an. Ça va être long. Et je dis, ça va être hyper long. Il me dit, puis bon, vous avez l'air de vous y connaître. Je pense qu'on n'a pas besoin de se rencontrer. Inch'Allah, Faites passe, ça, et voilà. Ok. Et là, je me dis, bon, attends, 3 professionnels, aucun n'est capable de m'aider. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et donc là, je tombe sur des vidéos sur YouTube d'EducDog, qui est très détesté comme très aimé. Sauf que je me mets à appliquer ce que Vincent nous donne dans les vidéos YouTube et je commence à avoir des résultats. Et là, je me dis, il y a quand même un truc. C'est-à-dire que j'appelle 3 professionnels en physique, aucun n'est capable de m'aider. Par contre, il y a un mec qui me donne des conseils en vidéo YouTube et je commence à avoir des changements sur mon chien. Et je commence à regarder comme ça des vidéos tous les jours. Et plus ça va, plus je commence à me rebaigner dans ce côté entraînement animal. Ça me rappelle en fait le côté... Petit retour aux sources, mais en changeant un petit peu de... Et donc je règle mes problématiques comme ça, avec mon chien, via des vidéos YouTube d'EducDog. Donc là, seulement en étant en ligne, sans présence. C'est ça, je prends quelques formations en ligne en plus payantes pour m'aider, parce qu'à un moment, t'es limité. On adopte un 3e chien, un 4e, je me forme professionnellement, je prends plusieurs formations pro, je pars en stage pratique, on arrive donc à 4 chiens, et à 4 chiens, j'ouvre ma boîte. Ok, donc c'est quoi l'état d'esprit là en vrai? Quand tu commences déjà à avoir tes connaissances, tu deviens formateur là-bas? Alors, au début, j'ouvre ma boîte en me disant... le côté boulot alimentaire ne me convient plus. Il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Et là, en l'occurrence, c'était les animaux. On n'était plus dans les chevaux, mais dans les chiens. Et je voulais, du coup, aider des personnes qui étaient potentiellement dans les mêmes problématiques que j'ai pu vivre quelques mois auparavant. Donc, je me suis formé comme un dingue pour pouvoir le faire. Et j'ai fait en sorte d'arriver sur le milieu avec des chiens qui étaient prêts. Je le dis tout le temps, ça pour moi c'est hyper important d'avoir des chiens prêts, des chiens qui soient à ton image. J'aime bien dire notre chien est le reflet de nos compétences parce que justement si j'arrivais en tant qu'éducateur avec des problèmes, ça serait pas très crédible au vu des clients. Et donc tu vois, j'ai fait une formation pro chez EducDog, donc théorique et pratique. J'ai fait des formations pro chez Esprit Dog aussi, donc que en théorie, je n'ai pas eu l'occasion d'aller là-bas. J'ai suivi d'autres formations, pareil, d'autres éducateurs, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, etc. Le but pour moi, c'était d'avoir un panel d'informations importantes, et d'aller après piocher, moi, tout ce qui me convenait. C'est pas parce que un tel va te dire ça qu'il faut que je l'applique bêtement. Finalement avoir la réponse plus adaptée à chaque fois que tu as... Et donc je me suis construit comme ça avec plein de formateurs différents, mais qui étaient toujours dans une ligne que moi je trouvais cohérente et dans le bon sens. Je serais peut-être pas allé vers un éducateur qui était en train de frapper des chiens, tu vois. C'était pas mon état d'esprit et ma vision des choses. Et donc j'avais ma boîte. Ça a pris de plus en plus. J'ai pu quitter mon CDI dans lequel j'étais.
Yes, Ah, oui. mais j'ai attendu, tu vois, 6 mois avant de le faire, Ouais. d'avoir une sécurité vraiment financière, d'être sûr que ça fonctionne. Okay. Et au bout d'un moment, en fait, je pouvais plus cumuler les deux. C'est-à-dire que je bossais de 7h à 16h dans le CDI où j'étais, et de 16h30 à 21h, je faisais des séances. Enfin, le but, c'était pas de survivre, d'être un zombie après le reste de ta vie, quoi. Donc j'ai quitté quand j'ai pu. Et je suis devenu formateur donc, chez DuckDog après. Donc ils m'ont proposé de venir. Donc je partais 6 semaines par an donc, pour former les éducateurs canins. Okay. Donc j'avais 6 ou 7 éducateurs canins à former, plus du coup 7 clients tous les jours en séance. Ouais, t'as vite dû encore reprendre de nouvelles casquettes au fur et à mesure. Complètement, c'est-à-dire qu'entre faire des séances pour toi et tes clients, et là faire une séance pour un client et en même temps former un éducateur, 7 éducateurs en même temps, c'est pas du tout pareil. Et t'enchaînes. C'est-à-dire que c'est que ça. Donc ça te permet de prendre énormément d'expérience, de voir plein de chiens différents. Moi en plus de ça, j'avais ma boîte, donc je voyais encore plein de chiens différents. Donc tu vois, quand tu vois à peu près 200 chiens par an, c'est énorme, la diversité d'expériences que tu prends. Et donc, tout s'est enchaîné comme ça. Ça allait très très vite aussi, tu vois. Donc, j'ai ouvert mon centre canin, j'ai déménagé, j'en ai ouvert un deuxième, donc là où je suis actuellement. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, en 3-4 ans maintenant, j'ai reçu plus de 600 chiens, un truc comme ça. C'est conséquent. Voilà. Ça commence. Moi, j'ai mes chiens aussi qui sont au troupeau, avec qui je fais des concours. Et donc ça, c'est ta marque de fabrique en Bretagne. Ouais, c'est ça, le côté border, chien de berger. Et j'ai toujours gardé ce côté, tu vois, même s'il était un peu enfoui en moi pendant un moment, ce côté ranch, que moi, j'aime cette culture d'avoir ce côté, en fait, cette vision du... là-bas, ils disent, avoir un cheval de ranch, c'est un cheval qui peut tout faire. C'est-à-dire que tu peux le poser au milieu de la pièce ici, lui dire « wow », qui veut dire « stop », et tu pars pisser, tu reviens, il est toujours là. S'il faut traverser un tas de ronces pour aller chercher une vache qu'il y a derrière, le cheval il y va. Ça fait un peu machine. Ouais, ils sont prêts à tout. Enfin, c'est des lignées que j'imagine qui sont travaillées pour. C'est des lignées pour, etc. Et moi, j'ai cette vision-là aussi avec le chien, d'avoir des chiens qui soient capables de tout faire froidement. C'est-à-dire que c'est pas le chien qui va se poser la question de merde, il y a un lampadaire là. Oui. Fait ou pas, tu vois. Non. Donc je me rapproche beaucoup de ça avec le troupeau, avec mes chiens, donc sur les brebis, sur les vaches, etc. Et c'est vrai que ça... En fait, c'est tout ce que j'ai vécu de mes 10 ans à mes 17 ans, que ce soit poules, chèvres, chevaux, qui m'a emmené aujourd'hui à pouvoir construire cette... Rien n'a été laissé au hasard, en fait. C'est tout ça. A amené vers cette entreprise d'éducation canine. Parce que c'est une entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut gagner sa vie, il faut payer les factures, il faut... Donc c'est ça, donc ça a vraiment permis de tout construire au fur et à mesure des années. Donc souvent, il y en a, moi j'aime faire une petite parenthèse, on va me dire « Ah oui, mais ça s'est fait du jour au lendemain ». Non, en fait ça a commencé quand j'avais 5 ans. Quand j'ai eu mes premiers canards, mes premières poules, et que j'ai commencé à travailler dans les animaux, à savoir ce que c'était qu'une responsabilité, etc. Et ça a mis 15 ans avant d'arriver à un projet concret. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'après, tu fais la différence ou pas. Ok. Voilà le parcours de petit à maintenant. C'est plutôt global. Je n'ai plus rien à dire. T'as plus rien à dire? J'ai un blanc total. Je suis désolé. Je préfère le dire maintenant. Non, mais c'est. J'ai un énorme blanc. On va couper. On va rester là-dessus. Je vais conclure. C'est que j'aurais presque voulu. Après, je pense que ça aurait fait beaucoup trop long, mais c'est un peu dérivé plus sur des difficultés que tu aurais pu avoir. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 quarts d'heure qu'on fait? Ça fait un bon 50. Ouais, ok. Voilà, si on a encore un quart d'heure, ça fait 1 heure. Ouais. Allez, vas-y. Moi, au mieux, parler déjà de... Tu as eu un changement d'état d'esprit déjà en fonction de quand tu as commencé et une fois que tu as été bien installé avec tes premiers clients, tout ça, est-ce que tu as senti un changement ou tu t'es resté toujours dans le même optique Ouais, au début, j'ai ouvert l'entreprise sans vraiment savoir où j'allais. C'est-à-dire que j'ouvrais ma boîte et je voyais les choses au jour le jour. Tu vois. J'avais pas cette vision long terme de Hunter Dog Academy sera ça dans 3 ans, sera ça dans 6 ans, sera ça dans 10 ans.
Donc c'est vrai qu'au début, et le fait d'être en parallèle de j'ai mon boulot, je fais les chiens à côté, enfin tu vois, trouver cet équilibre déjà c'était pas facile. Et ouais, non, en fait je faisais le truc sans me dire, sans cette vision, si tu veux, réellement entrepreneuriale, et j'avais pas non plus toutes les connaissances sur ça. Donc, ouais, c'est ça, puis tu as eu affaire aussi à tes premières difficultés où tu as dû prendre du recul aussi sur tout ça, parce que tout n'a pas dû être si facile que ça. Non, complètement. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, surtout quand moi j'ai voulu ouvrir un centre de suite, donc j'avais un loyer à payer du terrain, des charges d'infrastructure, de grillage, de matériel, etc., etc. Donc c'est sûr que là tu fais face à des difficultés dans le sens où, admettons, ton entreprise génère 3 000 € par mois de chiffre d'affaires, tu as 20% qui partent déjà à l'URSSAF, donc je ne sais pas combien ça fait à peu près, mais on va dire tu as 600 € en moins qui partent, donc il te reste 2 400 €. J'ai enlevé mon loyer du terrain, donc tu avais déjà 200 € en moins qui partaient. Tu as enlevé tes investissements d'infrastructure, 600 € en moins. Il te restait une certaine somme dans ta poche, j'ai pas fait le calcul de tête, mais dans ta poche, dans lequel tu divises ton loyer, ta bouffe, etc., etc. Et donc là, tu te dis, oui, en fait, je gagne ça, mais en fait, je gagne ça. Donc là, tu te dis, il va falloir que je réfléchisse différemment. Il va falloir que je travaille un peu plus mes stratégies de comment est-ce que je peux gagner sans perdre ou sans être dans le rouge. Je pense que toute la difficulté, c'est que tu as tellement de casquettes finalement dans cette entreprise-là. C'est ça, tu es obligé de voir tout. Et puis, tu apprends que les clients, tu as beau être très bon dans le chien, c'est pas le chien qui te fait le chèque. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches parler aux clients, il faut que tu saches te vendre, il faut que tu saches vendre tes services, tes prestations. Puis répondre à des demandes où ça peut être, et à la fois on veut tout vite et en même temps il faut rester dans la qualité. Il faut que tu aies la réponse à tout, parce que la personne elle veut te poser... elle te paye pour... elle te paye pour avoir des résultats, pour avoir des réponses à ces problématiques. Donc si à la première question tu dis écoutez je sais pas parce que je viens juste de m'installer, non, prépare ton installation pour pouvoir répondre à tout. Et donc il y a eu des difficultés bien évidemment, parce qu'il y a des moments, tu te retrouves face à des cas par exemple de chiens que tu n'as jamais eu, mais il faut que tu trouves une solution. Quand tu es contre un mur, là c'est compliqué. Tu es obligé de te sortir les doigts du cul et de trouver des solutions par toi-même. Donc là tu travailles. Tu testes des choses, tu testes plein de trucs, et c'est ça dans tout, que tu testes des choses sur un chien, ou que tu testes des choses sur ta stratégie marketing, ou sur, par exemple, moi tu vois, mon ancien centre canin, je l'ai fait, et défait, et refait, et défait, avant de faire celui où je suis actuellement, d'avoir l'expérience d'un centre, avant de me dire, ok, maintenant je vais me faire mes parcs comme ça. Voilà, tu rencontres plein de difficultés comme ça au quotidien qui te demandent de te remettre en question, de te former sur d'autres points. Oui, ça c'est pareil, tu es d'accord avec ça, qu'il ne faut jamais se contenter de ses acquis, il faut toujours. Tu arrêtes d'évoluer quand tu penses que c'est acquis. Ce qui au final, la vie te montre que ça n'est jamais. Dans voilà. tous les cas, donc c'est toujours de se former constamment, de se remettre en question et d'aller chercher aussi des conseils chez ceux qui ont déjà fait. Allez demander à un mec au bar qui est là tous les jours et qui fait rien de sa vie, tiens écoute, comment est-ce que je pourrais améliorer mes publications Facebook? Est-ce qu'il sera judicieux de me donner son avis? À mon avis, non. Par contre, allez voir un mec qui a déjà sa boîte depuis 10 ans, qui fait, admettons, plusieurs millions de chiffre d'affaires tous les mois, comment tu fais pour améliorer ta stratégie de vente? Il va te le dire et ça va être concret. Donc c'est t'as une difficulté, trouve la solution pour la régler. Et si tu la trouves pas par toi-même, fais en sorte d'avoir quelqu'un qui peut t'aider, mais va pas demander à ta mère ou à ton père qui n'ont jamais fait. Tu vois, je n'allais pas demander par exemple à ma mère comment, je sais pas, améliorer une stratégie marketing alors qu'elle est secrétaire médicale. On les aime, ils savent pas tout non plus. Voilà, c'est pas son boulot, donc c'est d'arriver à accepter ça. Et de te remettre en question et de te dire ok, j'ai mon entreprise mais je sais pas tout.
et il faut que je me forme, et il faut que je me fasse aider, et il faut peut-être que aussi je mette mon ego de côté et que j'écoute ce que lui il a à me dire et pas ce que moi je pense, parce que Hugo a décidé que c'était comme ça. Ouais, teste un truc. Si tu vois que ça fonctionne puis, pas, arrête. arrête. De te casser la gueule surtout. En plus, que ça tu l'as retenu, c'est que il y a bon. des échecs, mais voilà, il y a des réussites aussi derrière. Le but c'est pas d'aller chercher le stade où t'as plus rien et il faut que tu mettes la clé sous la porte parce que ton ego t'a dit que non, c'était comme ça qu'il fallait faire. Exactement. À un moment donné, arrête. Enfin, voilà. Donc ouais, il faut savoir se remettre en question, savoir se former, bien se former, écouter, appliquer et arrêter de se dire je sais tout alors qu'en fait tu sais rien, et va te former chez des gens qui ont vécu ce que toi tu as vécu pour savoir comment faire. Gagne du temps. Enfin, moi quand je reçois parfois des éducateurs qui me disent oui non mais ça il faut faire comme ça, je dis mais je l'ai déjà fait, ça n'a pas fonctionné. Écoute-moi, gagne du temps. Oui mais non, j'ai envie de faire comme ça. Fais. Puis 6 mois après, t'avais raison. Mais c'est humain. C'est humain, voilà. C'est humain. Mais ça reste complet. Tu as vécu quand même pas mal de choses, que ce soit positif ou négatif. Tu en es là aujourd'hui. J'imagine que là, maintenant, il y a une suite logique à tout ça. Tu proposes des choses aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, finalement, est-ce que, mis bout à bout, on a des accès à certaines choses ou pas ? C'est une suite logique de tout ce qui se passe. Au début, tu vois, c'était former les maîtres. Ouais. Donc, les chiens. Les maîtres et leurs chiens, ça l'est toujours. Aujourd'hui, j'ai l'expérience et les compétences de par les expériences passées que j'ai vécues, pour proposer maintenant des accompagnements professionnels. Donc pour aider des éducateurs. Donc on peut se former avec toi maintenant. Qui sont déjà en activité ou qui souhaitent être en activité. Moi, c'est avec grand plaisir que je veux bien recevoir des gens qui sont déjà en activité, qui ont besoin d'aide pour propulser, pour développer leur entreprise. Je suis le premier à le faire, à aller me former sur d'autres points pour développer mon entreprise. Donc ça, et il y a encore d'autres projets futurs qui vont être amenés à venir, mais je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter. Le but, c'est de créer déjà des bases solides et voir après à l'avenir les choses. On a aussi la formation en ligne qui est sortie il y a quelques mois, donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer plus. Qui a bien marché pour le coup. Qui a bien marché, ouais. Là, on arrive je crois qu'on est à peu près à 100 personnes qui ont rejoint la formation en ligne, donc très content. Le but, c'est de pouvoir aussi aider un maximum de monde et de se tourner davantage, d'avoir cette particularité aussi, tournée sous le chien de berger, qui est aussi ma spécificité. Et c'est des races de chiens qu'on retrouve le plus sur le territoire et qui sont plus incompris aussi, donc le but, c'est de pouvoir aider tous ces propriétaires là. Bien évidemment, j'accepterai toujours n'importe quel chien, que ce soit un canet corso ou un berger australien. Pour moi, il aura sa place en stage d'éducation, mais le but, c'est de pouvoir proposer un large choix de choses aux personnes, tout en ayant cette même ligne directrice. Nous on fait stage d'éducation pour les particuliers, stage pour les professionnels et formation en ligne. On a trois trucs, mais le but, c'est d'avoir de pas s'éparpiller partout. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres questions là du coup, Alex En soi, je pense que globalement tu as répondu au plus gros. Je pense que si les gens se posent plus de questions, s'interrogent un peu plus, faut pas hésiter à venir dans les commentaires. Vous pouvez à la limite mettre un commentaire sous la vidéo puis on y répondra le plus rapidement possible. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont encore arriver. C'est ça. Et en attendant, je vais recommencer. Je vais regarder cette caméra pour finir. Tiens. Ah non, quoique on a commencé sur celle-ci. Je vais faire sur celle-ci. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cet épisode. Je voulais remercier Alexandre d'avoir rejoint le podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et si vous avez des idées de thèmes que vous voulez qu'on aborde dans les podcasts, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à les envoyer sur Instagram. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, ou peut-être même une bonne journée suivant l'heure où vous regardez ce podcast. Ce podcast. Il est galère à dire, c'est bon. Ça, on va le garder, ça, c'est drôle. Donc, suivant l'heure où vous regardez ce podcast, je vous souhaite
de se retrouver très bientôt.